Bienvenue à tous pour cet nouvel épisode des Chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, nous vous proposons deux chroniques qui ont, d'après nous, un objet d'intérêt pour l'entrepreneur. Alors moi, je vais vous parler donc d'un autre sujet. C'est une question toute bête. Comment, comment on fait pour répondre à la question d'un cadre qui demande une augmentation, un cadre clé qui demande une augmentation? Alors, d'abord, il faut que vous ayez tous en tête que les chroniques sont inspirées de faits réels. Donc, c'est, dans la plupart des cas, quelque chose qui nous est arrivé cette semaine ou la semaine d'avant et qu'on va transformer en chronique. Donc, dans cette chronique, on va voir un cas réel, les principes qui sont en cause et les solutions à prendre ou pas. La situation, eh bien, c'est un cadre clé, c'est un responsable technique, on n'a que lui. On l'a embauché 3 ans plus tôt et ça a été une embauche très compliquée. Ça a pris 9 mois, 9 mois de carence avant de réussir à avoir quelqu'un qui vienne prendre le poste. Et bah, il fait le job, mais il demande une augmentation de salaire à nouveau. Il a fait une demande l'année dernière, une demande cette année. Et il est le plus gros salaire de la boîte. Donc, ça pose des questions à nos entrepreneurs. Donc, les principes qui sont là-dedans, qui sont dans ce cas, d'abord, c'est que bah, lui, de son point de vue, il a raison de demander. Je vous rappelle le vieux principe anglais, the squeaky wheel gets the oil. C'est la roue qui couine qui reçoit, qui couine le plus qui reçoit toute l'huile. Donc, queener est une bonne chose. Mais en même temps, ça veut dire qu'il joue perso. Donc, il y a un sujet. Ça amène au deuxième principe, qui est le principe de la justice. Alors, on avait fait il y a bien longtemps, comme vous voyez sur le visuel qui est d'une autre génération, on avait fait un topo sur le fait que l'entrepreneur doit être un maître de justice. C'est-à-dire que il doit être le patron des chasseurs, un chaman et un maître de justice à la fois. Alors, ça faisait référence à la féodalité, avec les fondements de l'Empire romain, les villages qui s'étaient remis en place autour d'un seigneur qui est devenu un seigneur, c'est-à-dire l'ancien qui a pris la place. Dans euh, dans les rôles qu'a pris le patron du village, bah, il y a des séparations ou pas qui se sont faites entre celui qui est le prêtre et qui s'occupe de la, d'expliquer l'inexplicable, de faire le chaman. Il y en a d'autres dans lesquels le prêtre est aussi en charge de la défense et ou en charge de la justice, quand on est par exemple dans une seigneurie monastique. Donc ces organisations, on les a retrouvées bah, avec l'évolution du Royaume de France, Lost, qui est le moment où tous les seigneurs sont mobilisés par le roi, devient l'armée, la justice suzeraine, qui est la justice faite le, le seigneur, va être remplacée par une justice royale, puis républicaine. L'Église est parfois remplacée par la science. Le maire est devenu le nouveau seigneur, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de marier, de faire de la justice en instance, il est en cause sur les questions sanitaires, bref. Donc ça, c'est des choses qu'on peut trouver probablement dans la tribu primitive, dans laquelle on a vécu potentiellement pendant plusieurs centaines de mille années. Et donc pourquoi est-ce que c'est si important? Parce qu'en fait, il s'agit de garder la paix sociale. Il s'agit de maintenir la motivation. La motivation, c'est pas, enfin, la justice, c'est pas à proprement parler quelque chose qui va motiver, mais c'est quelque chose qui peut démotiver très fortement. Et puis, l'autre raison, c'est que c'est autorisé et c'est votre rôle. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, il faut, à chaque fois qu'on prend une décision, rappeler à tous l'esprit. Alors, chez les bénédictins, par exemple, on rappelle que notre fondateur Benoît nous avait dit qu'il fallait faire attention quand on prenait une décision à toujours prendre garde à ceci ou à cela. Et l'impact que ça a sur la règle,
et t'a rappelé en début de toute intervention. Et puis, on doit respecter une procédure. C'est-à-dire, on doit d'abord dire qui suis-je pour prendre la décision. Ben, en tant que patron, il faut que je prenne une décision. C'est mon rôle. Les attendus, ça c'est très important. C'est voilà ce que j'ai compris de la situation et voilà ce que j'ai compris de ce que tu m'as expliqué de ton côté. J'ai bien écouté tout le monde. La règle que je vais appliquer et puis la décision que je vais prendre. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, il existe une procédure d'appel. Ça s'appelle les prud'hommes. Donc, soit on dit, écoute, voilà ma décision pour l'instant, je te propose d'en reparler plus tard pour que tu me fasses part de tes remarques, soit c'est le prud'homme qui va faire ce rôle-là, donc pas forcément quelque chose qu'on a envie de voir. Donc, en conclusion, je vous avais expliqué que c'était votre devoir, que si vous faites rien, c'est que vous êtes d'accord, et qu'il peut y avoir des dissonances avec la justice que vous cherchez à établir chez vous et celle de l'État. Parce que vous avez peut-être un pacte social qui est différent de ce qui est prévu en standard. Et donc, c'est important d'établir fortement son pacte social de façon à ce que il soit compris par tous que oui, c'est pas exactement pareil ou ça peut être interprété différemment dans la loi, mais on est d'accord globalement que c'est bien la justice qui nous dirige. Troisième point, eh ben, ce qui est demandé, est-ce que c'est une augmentation de salaire ou est-ce que c'est une récompense? Car depuis les Beatles, on sait tous qu'on a besoin tous que d'amour. Et donner de l'amour sous forme d'un chèque, c'est une forme un peu pauvre. Et je vais vous rappeler l'histoire de ma tante Nicole, qui, lors des Noëls en famille, m'offrait une enveloppe avec quelques billets dedans. Bon, ça montrait qu'elle savait pas très bien qui j'étais. Quatrième point qui est en cause dans ce cas, c'est les non-dits. C'est-à-dire qu'en fait, quand on interroge nos entrepreneurs, eh ben, ils s'aperçoivent que oui, en fait, on l'avait payé déjà cher, hein. Donc, ils nous demandent une augmentation. Puis, c'était un peu survendu, hein. Mais néanmoins, ils progressent, hein, ça va, hein. Donc, il y a en fait un peu plus que simplement, on a quelqu'un qui nous demande à être augmenté. Alors, quelles sont les solutions? La première, qui est souvent imaginée par les entrepreneurs, c'est de s'associer. C'est bah, je vais le mettre comme associé, je ne peux pas lui augmenter, mais là, avec ça, comme ça, il saura que, il gagnera au moment où nous, on gagnera. Alors, outre le fait que c'est ce qu'on appelle du monkey money, c'est-à-dire de la monnaie de singe, il va être payé avec des actions d'une entreprise qui va probablement pas se vendre avant 20 ans ou 30 ans. Il y a une chronique entière qui a été faite le 30 mai dernier par Patrick, qui nous disait qu'il ne fallait pas partager le capital, que c'était très habituel que ce soit fait, alors que les raisons de partager le capital n'étaient pas si nettes et les erreurs fréquentes et le prix lourd à payer. Et on avait évoqué des solutions alternatives. Donc, il y avait des cas comme ça qui avaient été cités. Je vous invite à aller voir la chronique elle-même sur les conflits entre associés. Et puis, on avait montré que c'était quand même une bonne façon de se retrouver dans une situation conflictuelle qui allait prendre beaucoup d'énergie à l'entrepreneur et à l'entreprise. Et donc Patrick avait cherché à découper ce qui faisait ce qu'était le capital pour l'entrepreneur. Donc il y avait tout l'aspect juridique, mais aussi la liberté de l'entrepreneur nécessaire, ce besoin de contrôler sa destinée qui était en cause, c'est donc la question des droits politiques, et qui était complètement différent de la question de transfert d'une éventuelle valeur dans le patrimoine personnel qu'il peut décider de partager. Et c'est la partie droit économique, en fait. Donc pourquoi est-ce qu'il pouvait envisager de partager? Ben, dans le cas présent, on le sait, mais il peut aussi le faire par générosité, par justice, ou pour s'assurer d'avoir plus de ressources. Bref, on avait fait ce point-là, et ce qu'on peut voir, c'est que c'est quand même un problème pour l'entrepreneur de se mettre au capital
un collaborateur, fût-il un collaborateur clé, parce que finalement, on est en train de le payer maintenant sur la base d'un apport et ça fige un peu les choses. Voilà, donc il y a un problème éventuel d'affection statis. Peut-être qu'il est là comme actionnaire, mais en fait, il est là pour non, non, mais c'était juste la façon d'être payé et donc je veux mon argent et c'est tout. Il n'a pas forcément une stratégie actionnariale avec nous. Il peut avoir des insatisfactions sur le décalage avec la valeur créée, mais on peut aussi avoir les mêmes insatisfactions. Et puis, il peut avoir, dans certains cas ce qu'on a vu, c'est des euh, collaborateurs qui avaient des parts dans la boîte et qu'on avait du mal à sortir de l'entreprise quand on était en train de faire une opération de sortie ou autre. Alors, les solutions, ben, partager la valeur quand elle est créée, rester frugal, offrir des rémunérations non monétaires. Vous voyez, on avait déjà commencé à évoquer des solutions à l'époque. Pas de talent s'ils ne sont pas dans les valeurs et s'ils ne sont pas pris dans l'équipe. Et puis, gérer le temps. Voilà, ça c'était il y a quelques mois. Le capital ne se partage pas, des alternatives sont possibles et préférables. Et il y a toujours beaucoup de gens qui en veulent à notre capital et qui se disent ouais, c'est une bonne idée parce qu'après tout, ça pourra me servir un jour ou l'autre. Probablement qu'ils sont pas forcément compétents, mais qui peuvent devenir très compétents à nous embêter le moment venu. Bref, donc c'est pas forcément une bonne solution. On avait évoqué il n'y a pas très longtemps aussi des solutions moins coûteuses que le salaire en termes d'augmentation. Si vous êtes venu à notre séminaire de rentrée hiver d'il y a un an, presque bientôt, il y a 9 mois, je vous rappelle que le prochain aura lieu le 9 janvier, donc notez-le dans votre agenda, soyez présents. Il y avait... pourquoi est-ce que j'ai pas ma slide après? Ah, oui. Il avait donc fait une proposition qui était de payer une partie du salaire en nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va payer une partie du salaire avec, par exemple, le loyer, le logement. Et ce qui est intéressant, c'est que la part de salaire payée en loyer, elle va être évaluée de manière forfaitaire. Dans certains cas, ça peut aller jusqu'à 60 euros par mois et par pièce. Donc, un 3 pièces, 180 euros, et ce forfait va être pris en compte pour les charges sociales. Donc, je vais vous mettre un petit exemple. On a deux salaires, un normal et un avec un logement en nature. Donc, le normal, il a 3000 euros net qui est payé, ce qui fait que ça coûte probablement 2400 ou plus de charges sociales. Donc, on a 5004 de coût total. Dans le cas du salaire net avec le logement nature, il est toujours de 3000, mais ça inclut 1000 en nature. Et donc les 1000 en nature, si on reste sur les 120 ou 180 euros, voilà, en fait, on a 180 euros de charges sociales au lieu d'avoir 1000. Donc on va payer les charges sociales sur les 2000 en cash et 180 euros, et sur la base de 180 euros, donc probablement 150 euros de plus. Donc on va avoir des charges sociales qui vont tourner autour de 1200, 1300 euros. Et donc on va on va payer au total 4002 au lieu de 5004. Ça fait 1200 euros à se partager. Si on inclut là-dedans les charges sociales, on est à 700 euros net qu'on peut donner à son collaborateur. Avec des avantages, des inconvénients. Les inconvénients, c'est qu'on a un collaborateur qui peut éventuellement dégrader le logement qu'on a pris pour lui, qui peut éventuellement ne pas le rendre facilement quand on l'a mis dehors. Bon, il y a des inconvénients. Pour lui aussi, il y a des inconvénients. Il est du coup avec un fil à la patte. C'est plus difficile pour lui de partir. Mais n'est-ce pas ce que l'on recherche? Une relation mutuelle, fructueuse et plus longue. Voilà. Donc après, on a tuk, 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 un autre sujet qui est quelles règles on met pour cette augmentation? Alors c'est un sujet important parce que il faut qu'on soit capable de répondre à la question pourquoi lui et pas moi? On peut tout faire à condition que ce soit explicable. Si on n'arrive pas à l'expliquer,
on va créer de la frustration, on va se retrouver dans le sujet de la justice. Donc, traçons la règle qui dit, oui, en fait, si on est dans ce cas-là, eh ben, tout s'explique. C'est pour ça qu'il a été augmenté, c'est normal, il a bien fait de demander. La personnalisation, eh bien, c'est l'histoire de ma tante Nicole. Donner une prime exceptionnelle, c'est pas personnalisé. C'est un peu, t'achèteras tout ce que tu veux avec, hein, Christine. Ouais, moi c'est Karine. Ouais, Karine, Christine, c'est pareil. On est dans ce même niveau. On est en train de dire, tiens, je ne connais pas bien, je pense que si je te donne de l'argent, ça devrait bien. C'est bien plus compliqué de savoir qu'est-ce qui intéresse notre cadre, qu'on va pouvoir lui offrir et qui va être probablement bien moins cher, mais avec une vraie valeur perçue. Dans le cas présent, c'est un dingue d'échecs. Est-ce qu'on peut lui arranger une rencontre avec Marcus? Hein? Ça pourrait être bien. Donc, arriver à faire des choses qui soient très très personnalisées, c'est beaucoup plus une façon de montrer que on a de l'amour pour nos collaborateurs. Dernier point, je voudrais attirer votre attention sur les valeurs. C'est en fait fondamentalement, il y a une raison pour laquelle ces entrepreneurs viennent nous parler. C'est qu'ils ne sont pas tout à fait à l'aise avec la décision. Ils se demandent si vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, on peut nous poser la question de est-ce que c'est aligné avec les valeurs? Est-ce qu'on est en train de récompenser quelqu'un qui nous plaît ou est-ce qu'on est en train de subir un chantage? Et certes, on peut ne pas avoir trop le choix en apparence, mais si c'est au prix des valeurs, ça va coûter beaucoup, beaucoup plus cher que ce qu'on imagine. C'est pas seulement les règles qui sont enfreintes à l'occasion, c'est le message que la décision va porter et qui va être utilisé par tout le monde d'une bonne ou d'une mauvaise façon. En conclusion, c'est un sujet complexe car on est pris entre plusieurs contraintes. Le plus important, d'après nous, c'est d'agir selon ses valeurs et de rester prévisible pour ses collaborateurs. C'est toujours en fait le problème du management. On veut des collaborateurs qui soient tout à fait à l'aise à être à côté de nous parce qu'ils savent les réactions qu'on va avoir en fonction des événements. Merci Jean-Christophe d'avoir pris cette complexe situation du collaborateur indispensable qui le sait et qui veut une augmentation et d'avoir montré que du point de vue de l'entrepreneur, c'est très très compliqué et de dire non et de dire oui et qu'il y a peut-être d'autres options possibles avec un principe de réalité par ailleurs. Une anecdote qui me revient en tête, c'est notre client de Strasbourg qui avait trois développeurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, Facebook a décidé qu'on pouvait travailler pour eux de n'importe où dans le monde et ils se sont mis à recruter à fond. Et donc, en fait, les trois gars qui avaient étaient des jeunes, ils étaient payés 60 000 euros par an et Facebook les a débauchés à 200 000. Donc, les trois sont partis, il s'est retrouvé sans développeur. Et là, c'est vraiment aussi une question à prendre en compte. Un développeur à Strasbourg à 60 000, c'était sans doute un salaire correct à l'époque. Et puis lorsque le métier devient mondial, eh ben, ça veut dire quelque part que tu as un vrai sujet, c'est que tu peux plus, tu peux pas être en compétition frontale avec un groupe comme Facebook. Je pense que le contrat de travail de ces trois personnes a déjà été interrompu par Facebook depuis longtemps, mais sur le moment, on comprend pourquoi trois personnes qui t'aiment bien, qui aiment bien ton projet, tout d'un coup s'en vont. Et juste pour rajouter une complexité complémentaire, hein, il y en avait déjà beaucoup dans ce que tu avais dit, il y a la notion du prix de marché. Comment est-ce que, Évidemment. comment est-ce qu'on gère quand on a la chance d'avoir un collaborateur, mais que le prix de marché pour ce collaborateur est inflationniste?
Oui, non, tu as tout à fait raison, effectivement. J'ai pas cité cette contrainte-là, mais je pense qu'effectivement, tout le monde comprend qu'on est face aussi à un problème là-dedans. Oui. Merci beaucoup. En tout cas, il y avait une question de Frédéric. Qu'a fait le chef d'entreprise dans le cas précis? Il va chercher des moyens de lui faire un cadeau, une récompense. Il lui a déjà expliqué qu'il pouvait pas se permettre de le payer plus, mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas prêt à faire quelque chose pour lui. Donc on va partir sur cette direction. Oui. Très bien. Et question complémentaire, qui est ce Marcus dont tu parles aux échecs? J'avais pas la ref. C'est Magnus, pas Marcus, le champion du monde en titre, Ah, qui est un d'accord. Un grand maître. Suédois qui fait tous les mains dans le dos. Ah, ah. All right. Effectivement, ça peut être tout à fait passionnant d'aller passer un. Ah, ça vaut tous les salaires du monde, hein, finalement. Absolument, absolument. C'est des souvenirs pour la vie. Mais même un grand maître français qui vient faire une compétition dans l'entreprise un mercredi après-midi, c'est pas mal.